province du Haut-Katanga 1 est l'une des principales juridictions scolaires de la République démocratique du Congo, basée dans la ville de Lubumbashi. Elle couvre plusieurs sous-divisions, dont Lubumbashi 1 à 5, Kipushi, Sakania, Likasi, Kambov. À l'instar d'autres provinces éducationnelles, la province du Haut-Katanga 1 a également connu des difficultés énormes pour son redressement et celui de son système éducatif. Les services au sein de l'EPST, vous les connaissez. Nous avons la division au niveau provincial, ce qu'on appelle aujourd'hui direction provinciale. Il y a l'inspection principale, il y a la DINACOPé. Mais avant, nous avons comme impression que chaque service évoluait en solo. Auparavant, ce n'était pas une bonne collaboration par rapport aux autorités. Des difficultés liées notamment au non-respect des instructions données et la violation des textes qui régissent le secteur de l'éducation. Dans le temps, il y avait une espèce de cassure invisible, une espèce de cassure entre la direction provinciale et l'inspection provinciale. Du fait que l'inspection provinciale, c'est un organe technique et dans la collaboration, il y avait souvent des couacs, il y avait souvent des barrières, des limites. Manque de collaboration, pratique des antivaleurs, manque des infrastructures adéquates sont les plus grands mots qui caractérisaient la province éducationnelle depuis plusieurs années. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'antivaleurs. C'est vrai qu'on parlait des antivaleurs. Vrai ou faux, c'est vrai, ça existait à un certain moment. En 2022, la tutelle du ministère de l'Éducation, à l'époque ministère de l'EPST, prend l'engagement de nommer à la tête de la province un jeune, dont le parcours donnait un peu plus d'espoir. Joseph Munkeu Tchend. Moi, c'est Joseph Munkeu Tchend. Aujourd'hui, j'ai le poste de prophète, mais j'ai commencé dans l'administration de l'enseignement en 2013. Comme tout agent, j'étais attaché du bureau de première classe. Je venais fraîchement de l'université et donc j'avais fini mes études dans le réseau de télécommunications. Et comme vous le savez, ça n'a jamais été facile pour de jeunes qui viennent fraîchement de l'université d'être acceptés dans l'administration. Et j'ai fait mon premier master en gestion des ressources humaines. Au bout de 2 ans, j'ai décroché mon diplôme de master. Et j'ai eu la possibilité par l'université où j'ai fait mes études, c'est à l'étranger, hein, c'était au Canada, d'avoir une bourse pour un autre master. Là, c'était en France. Et je suis allé, j'ai fait mon second master en management de projet. Et là, je l'ai aussi obtenu. Mais là, au bout d'une année, après le master, j'ai aussi le goût de poursuivre. J'ai dit, mais bon, je suis déjà au niveau de master, j'ai des masters, pourquoi pas faire le doctorat? C'est là que j'ai commencé avec le doctorat en administration des affaires. Et bon, à cette époque, j'étais déjà directeur adjoint. J'ai commencé pendant plus de 3 ans quand j'ai soutenu ma thèse. Après une année, j'étais au Kassai oriental déjà comme prophète. À partir du Kassai oriental, j'ai commencé une autre thèse. Parce qu'en réalité, j'avais vraiment le goût d'apprendre et de mieux me performer davantage. Et c'est là que je me suis décidé d'aller faire mon 2e doctorat. Et là maintenant, c'est en gestion des ressources humaines parce que j'ai un master en gestion des ressources humaines. Et aujourd'hui, je suis détenteur des 2 doctorats. À ce jour, je dispose de 57 brevets de formation professionnelle dans plusieurs secteurs parce que je ne voudrais pas non plus rester que dans l'éducation. Je suis presque partout dans les relations internationales, dans la gouvernance mondiale, il y a beaucoup trop de choses. Et ben, j'ai aussi glissé un peu dans la religion. Et d'ailleurs, c'était mon dernier travail que j'ai eu à faire scientifiquement, c'est dans la théologie et le leadership. Et donc, j'ai une vision un peu plus globale de tous les secteurs de la vie. Mais là où il y a beaucoup plus mon expertise, c'est dans le secteur de l'éducation. Face à lui, plusieurs défis, parmi lesquels la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement
dans sa province éducationnelle où la résistance était fortement constatée. J'ai pris la tête de cette province en 2022, venant fraîchement de la province du Kasaï oriental, où j'ai été prophète aussi. Je suis venu ici en 2022, je crois au mois de novembre. Il y avait plusieurs défis à relever, notamment la gratuité de l'enseignement. Il fallait absolument que la gratuité puisse se faire sentir dans cette province éducationnelle. C'était vraiment une lutte auparavant. Ce n'était pas facile. Avec la gratuité, les autorités cherchaient à faire asseoir la gratuité. Ce n'était pas facile. Mais quand il est arrivé, il s'est beaucoup impliqué, bien sûr en collaboration avec les services de l'inspection et les autres là. Chaque fois, ils étaient sur terrain. Ils devaient vérifier ce qui s'est passé. Et quand il passait là-bas, il mettait de l'ordre et les gens suivaient ce rythme-là. Cette action phare de la première mandature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été son premier baptême de feu à la tête de la province. La mission était claire, mettre tous les partenaires éducatifs d'accord autour de la vision du président de la République. Nous avons eu à relever certaines choses qui vont à l'encontre des instructions qui ont été données. Nous avons trouvé des écoles publiques où il y a eu perception dans les salles de classe par les enseignants. Et nous avons pris directement des actions par rapport à cela, afin de décourager ce genre de pratiques qui ternissent l'image de notre sous-secteur de l'EPST dans la province éducationnelle du Haut-Katanga. Nous sommes allés vers eux. Ils nous ont présenté des tas de documents. Vous voyez, il y a tout ça, il y a tout ça, la convention, l'État. Ils nous ont expliqué beaucoup de choses. Nous avons essayé aussi de leur faire comprendre. Au départ, là, il y avait des petits problèmes avec les réseaux conventionnels catholiques. C'est vrai, il y avait beaucoup de problèmes. Mais avec beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions, de dialogues entre le prophète et les coordinateurs provinciaux des écoles conventionnelles catholiques, je pense qu'ils ont su mettre, si vous voulez bien, se mettre d'accord pour comprendre certaines choses, dire qu'ils ne pouvaient pas évoluer seuls. Et j'étais stupéfait de voir ceux qui avant ne voulaient pas accompagner la gratuité, eux-mêmes prendre les leads et suspendre les personnes qui vont à l'encontre de cette décision. Et pour nous, c'était une réussite. Mais il en fallait plus. Au-delà de la gratuité mise en œuvre, apporter aussi des réponses aux antivaleurs qui pourrissaient le système éducatif dans la province. Par rapport aux antivaleurs, on peut souligner surtout le problème de perception des frais illicites dans les écoles, dans beaucoup d'écoles. Hier, c'était ça. Nous avons appelé tous les chefs d'établissement dans une réunion à la fois administrative et pédagogique. Nous leur avons fait part des instructions, nous leur avons rappelé la position de l'État, nous leur avons rappelé, parce que les promoteurs d'écoles sont partenaires de l'État. Vous venez en appui à l'État congolais. Une véritable bataille a été engagée avec une stratégie de proximité pour plus de résultats attendus. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se disait, que ce soit dans une école, dans un bureau de gestionnaire, ils y allaient, même pour se rendre compte, ou ils envoyaient des commissions pour vérifier. On ne signalait pas. On a mis en place un numéro vert. Via nos cellules de communication et toutes nos plateformes, les parents nous appelaient. Dans telle école, on a demandé ça, on a fait ça, en dehors telle règle. Moi et l'IPP, avec les Diprocop, on ne se fatiguait pas. On nous apprend, nous informons notre base, donc le sous-préfet d'Innsbruck et tout le reste, que demain nous serons dans telle école, à telle heure. Nous allons dans l'école. On trouve qu'on a demandé par exemple un trop perçu pour un frais qui a été fixé par arrêté du gouverneur. Nous exigeons séance de notes aux responsables de l'école de rembourser l'argent aux parents, le trop perçu. Et on suspend le chef d'établissement. Une méthodologie essentiellement fondée sur la sensibilisation et la sanction. Quand vous êtes respectueux des instructions, vous êtes dans le bon et lorsque vous agissez, il n'y a personne qui peut réprouver votre action. Je pense que avant de passer à la sanction, il y a d'abord la sensibilisation, il y a cet état où on essaye de faire prendre conscience à quelqu'un
Et la sanction fait aussi partie de cette prise de conscience. Il y a eu ceux qui voulaient résister ou déroger de la règle. Nous étions obligés maintenant de passer à une seconde étape. Après avoir dialogué avec quelqu'un, si la personne ne comprend pas, vous passez à l'étape suivante. Et l'étape suivante pour nous, c'était des descentes sur terrain intempestives. Il a sa politique à lui, c'est-à-dire dans un premier temps, il va vers ces personnes, il leur parle. Maintenant, s'il n'y a pas d'amélioration, il frappe. Il y a beaucoup de chefs d'établissement qui ont été frappés. Le problème de la province, c'était aussi la refondation de son administration, qui avait perdu son efficacité. Avant, l'administration était un peu plus dans la paperasse. Au niveau de la province, nous avons voulu donner une autre image de l'administration publique. Comme vous le savez, quand on parle de l'administration publique en RDC, c'était une administration très ancienne qui nage dans la léthargie et surtout qui ne solutionne pas le problème de la communauté. Parce que l'administration a pour mission d'être proche de la communauté, de la population. Mais cette administration ne faisait pas exactement son travail. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce qui représentait l'administration, donner quelle image même de cette administration. Voilà pourquoi nous avons aussi, comme par habitude, tenu des réunions avec nos propres collaborateurs pour leur faire comprendre leur mission et leurs responsabilités en tant qu'agent de l'État. Quand je suis arrivée ici, tout se faisait manuellement. Et avec les temps et avec l'arrivée de notre directeur provincial, étant que jeune, patriote, il a tout changé, il a tout innové. Je suis là depuis 6 ans, presque 7. C'est vraiment un vrai marathon. Limite, c'est pas facile du tout. Ça veut dire, quand il a donné un travail et que vous ne l'avez pas déposé dans les temps et que c'est fait à peu près, donc c'est la personnalité de directeur, il a un souci. Je ne dirais pas maladie, mais presque maladie du détail. Donc rien n'est laissé au hasard. Ou ça passe, ou ça casse. Et c'est ce qui a fait qu'en peu de temps, on a su vraiment apprendre. Et moi, personnellement, je suis fière de ce que je suis devenue parce que l'administration, je me suis développée, j'ai beaucoup appris dans ce rythme de travail. C'était donc parti pour une série de réformes engagées afin de rebâtir l'image de l'administration, mais aussi et surtout changer le narratif dans la province du Haut-Katanga en imposant le pouvoir de l'État, l'ordre et le respect. L'environnement du travail n'était pas propice aussi pour produire un bon travail. Et c'est comme ça que nous nous sommes décidés de mettre des petites touches de réhabilitation, de mettre les agents dans les meilleures conditions de travail. Ça, c'était presque un dépotoir, là. Aujourd'hui, quand vous y entrez, vous voyez quand même qu'il y a des choses assez sérieuses. Nous avons commencé d'abord par leur propre bureau. On a essayé un peu de mettre les choses, moderniser le bureau, parce que je me rappelle bien, la première fois que je suis entré dans ces bureaux ressemblait à un bureau de 1900, je crois, 60, à l'époque de l'indépendance. Il est vrai que nos bureaux, à l'époque, il n'y avait pas des structures beaucoup plus grandes. Actuellement, parmi les IPA, dans le temps, il n'y en avait que 8. Maintenant, il y en a 10. Et vous comprenez que cela a nécessité qu'on puisse extendre les bureaux, que l'on puisse construire de nouveaux bureaux et les conditions de travail s'en trouvent meilleures. Avec l'arrivée du nouveau Proved, nous avons senti une amélioration sensible. Sensible parce qu'on a réhabilité les bureaux et les histoires sont numérisées. Vraiment, là, il y a une amélioration sensible par rapport au passé. Je me souviens, lorsque nous sommes arrivés dans ce service, vers les années 2010, nous avons évolué et lorsque vous comparez par rapport à aujourd'hui, il y a une grande amélioration. Et dans la façon de travailler et dans le leadership de nos autorités provinciales. On a quand même pu se mettre à jour, on a pu avancer notamment dans
La manière dont on dispatche le courrier, par exemple, avant il fallait des huissiers à les déposer. Et aujourd'hui on le fait par mail, donc en 5 minutes, toutes les sous-divisions par exemple, on le document. Ça c'est juste un exemple, un cas de figure que je donne. Et donc avec la numérisation, on a l'obligation de pouvoir traiter les dossiers plus tard, dans 48 heures. Il faut que ce soit prêt, il faut que ce soit déjà envoyé. Et ça, ce n'est possible qu'avec l'utilisation des nouvelles technologies. Au fil du temps et dans un temps record, la province du Haut-Katanga s'impose comme un modèle et fait parler d'elle sur l'ensemble du territoire national. Et hier, mais on avait des chaises, vous connaissez des chaises en bois. Aujourd'hui, vous avez des chaises comme celle-ci. Vous avez des bureaux qu'on n'a pas envié des autres services. Parce qu'à un certain moment, vous-même, vous connaissez dans notre pays comment était considéré l'enseignement. Mais actuellement, lorsque vous vous présentez, vous allez même dans des colloques, vous sentez qu'on n'a pas envié d'autres secteurs. Moi, je suis ici depuis 2000. Il y a eu beaucoup de responsables provinciaux. Bon, on les appelait d'abord provinces, après ils sont devenus directeurs provinciaux. Mais celui-ci, bien que jeune, je vous dis, il est exceptionnel. C'est un monsieur qui a son leadership, son management, je vous dis, bon, il n'y a pas de pareil en tout cas. Au regard de tout ce que je sais de lui, je vois le dynamisme dans la province, je vois le dynamisme dans le fonctionnement des choses, je vois comment est-ce que les gens sont en train de s'aligner. Je pense que ça, c'est la meilleure des réalisations. Amélioration des conditions de travail des agents, construction et aménagement des infrastructures, formation et remise à niveau des agents, tout a été pris en charge dans le plan d'action de Joseph Winky Ojieng qui a donné un véritable coup de marteau. Les mêmes choses que je voyais dans des documentaires, ce sont des tables que je voyais, des tables métalliques. Les mêmes tables métalliques existaient ici encore. Des chaises métalliques, des armoires métalliques qui dataient de l'époque belge. Tout rouillé. Et vous comprenez que les agents n'étaient pas dans les meilleures conditions. De l'extérieur, on était en 2022. À l'intérieur, on était en 1900 et quelques. Toutes ces réalisations sont restées dans la logique des instructions lui données par l'hiérarchie et la tutelle, tout en respectant le plan quinquennal de l'éducation qui donne la vision. La ministre d'État a une vision de modernisation. Une vision de modernisation. Elle a eu à impulser une vision, comme elle est politique, comme je vous disais tout à l'heure, qu'un ministre a pour mission d'impulser, de décider et d'orienter les politiques. Elle a impulsé une vision sur le plan quinquennal 2024-2029. Ce plan quinquennal regroupait totalement sa vision des modernités sur tout le plan. Elle a mis cela entre les mains de l'administration. Parce qu'écoutez, et ça c'est très important, une vision, elle peut être belle, mieux structurée, bien présentée. Mais si cette vision ne trouve pas des personnes qui la portent et la matérialisent, elle restera lettre morte. Et ceux qui sont censés mettre en œuvre une vision d'un politique, c'est l'administration. La province du Haut-Katanga 1 a également marqué sa présence dans l'accompagnement de l'une des grandes réformes initiées par le ministère de l'Éducation nationale, la modernisation de la publication de l'examen d'État. Hier, province pilote, aujourd'hui, elle porte totalement la vision et a su l'implémenter avec des réalisations à impact visible. Vous voyez les bâtiments là, qu'on appelle Centre national de scannage. Bon, ici, dans le langage courant, on parle de Centre national de correction. Tout ça, ça existe grâce au savoir-faire des responsables que nous avons ici à la tête de la province. Ben, les centres existaient, il avait tout le matériel qu'il faut, mais on sentait qu'il était trop exécu, les agents ne travaillaient pas dans les meilleures conditions. Nous avons réfléchi ensemble avec l'inspecteur principal pour mettre en place un nouveau bâtiment en R+2 pour accueillir effectivement
ces grands centres qui devraient aussi accueillir les autres provinces éducationnelles. Et dans 5 mois et 2 jours, nous avons pu obtenir ces bâtiments-là, bien construits et bien debout que vous voyez. Et je pense qu'on a eu l'honneur de recevoir son Excellence Madame la Ministre d'État Raissa Malo, qui est venue inaugurer. Et d'ailleurs, le bâtiment, on l'a dédié à son nom, parce qu'elle est précurseur de cette vision. Aujourd'hui, la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 est debout, plus forte, plus engagée, plus outillée derrière une vision, celle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est quelqu'un qui a une vision et nous a communiqué sa vision. Nous ne pouvons que suivre ses pas pour l'amélioration de notre travail. J'ai encore à apprendre de lui, encore beaucoup à apprendre de lui, beaucoup. Ceux-là qui souhaitent qu'il parte, c'est peut-être parce qu'ils voudraient qu'il y ait quelqu'un qui pourra alors suivre ce qu'eux vont lui faire comme recommandation. Vous avez toutes les raisons autour de vous, pourquoi voudriez-vous qu'il parte? La province a encore besoin de lui. Vous voyez, par exemple, là où nous sommes, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Le centre de correction, ça a été réalisé dans un temps record. Mais quelle qualité du travail! Cette année scolaire, nous projetons ouvrir 4 à 7 cantines, parce que là, c'est déjà confirmé. 4 à 7 cantines scolaires qui seront réellement d'application dans notre province. Ça sera une phase pilote pour le Haut-Katanga et on verra comment est-ce que ça va marcher avant de mettre cela aussi à l'échelle. Mais au-delà de cette cantine, nous nous sommes dit, bon, on a des personnels aussi qui viennent, qui vivent aussi en deçà de la moyenne. Parfois, nous leur demandons beaucoup d'énergie alors qu'ils n'en ont pas à réserve. Nous avons prévu cette année de mettre en place une cantine pour le personnel administratif de l'Éducation nationale et citoyenneté qui sera déjà ouverte cette année scolaire 2026-2027. Beaucoup est fait, mais il reste encore à faire.